Depuis que je suis CTO, il y a 2 trucs qui m'empêchent de dormir. La première, c'est une alerte de monitoring en plein milieu de la nuit. La deuxième, c'est quand un data scientist vient me voir en me demandant: «Je peux avoir accès à la base de prod, s'il te plaît?» La réponse, c'est non. Parce que si je dis oui, c'est le meilleur moyen de perdre mon boulot. Le truc, c'est que beaucoup de startups font quand même l'erreur. Heureusement, aujourd'hui, je reçois Claire, une experte de la data qui a déjà vu ce scénario 1000 fois. On va donc voir ensemble comment on fait pour que les data scientists puissent faire leur travail sans que moi je perde le mien. Ah, et on parlera aussi de Nao, son IA, le curseur des data scientists, un projet tellement prometteur qu'il l'a fait rentrer au Y Combinator, l'incubateur des startups de la Silicon Valley. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Claire, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Eh ben écoute, nickel. Très content de t'avoir sur Tronche de Tech. Depuis, si je dis pas de bêtises, t'es sous le soleil californien, c'est ça ? Ouais, San Francisco, ouais. Ok, eh ben trop cool. On va en parler, mais avant de rentrer du coup dans les détails de ton parcours et tes expériences et tout ça, est-ce que tu peux essayer de te présenter en 3 phrases maximum ? Ouais. Je m'appelle Claire, je suis cofondatrice de Nao Labs, c'est curseur pour les équipes data. Et je me définirais comme, une geek refoulée parce que j'ai commencé par une école de commerce et après j'ai, passé 10 ans en data, pour finalement revenir à l'entrepreneuriat, il y a 1 an à peu près. Ok. Bon, bah donc on va parler de Nao, de ce que tu fais maintenant, donc d'IA. On va Mmh. parler un peu de data science, data engineering. On définira peut-être tout ça. Mais avant, du coup, tu m'as un peu teasé, mais bah, j'aimerais bien comprendre, du coup, comment toi t'es tombé dans la tech au début. Ouais. En fait, je suis tombée dans la tech, au tout début quand j'étais en prépa, d'école de commerce paradoxalement. Parce qu'on avait des cours de Pascal, à l'époque, en cours de prépa, et donc c'était une première découverte du code pour moi. J'avais trouvé ça super drôle de pouvoir, créer des petites choses comme ça avec le code, et je me souviens, on avait créé un jeu de loi avec le code. Ça m'avait super amusée alors qu'en fait, c'est quand même super inutile. Hem, donc ça m'était resté dans un coin de la tête et finalement après en école de commerce, je trouvais que ça me manquait en fait d'apprendre des compétences un peu, hard skills, un peu techniques, et à la fin de mon école, quand je me suis demandé ce que je voulais faire, je me suis dit que finalement ce qui m'avait le plus amusé, c'était de coder un jeu de loi. Donc du coup, je me suis remis, dans une filière, enfin dans une spécialisation data dans mon école de commerce, qui venait tout juste de commencer et c'est comme ça que j'ai pris le chemin de la data. Ok. Juste le jeu de loi, tu l'as fait en Pascal, le jeu de loi ? Ouais, ouais. Mais il y avait une interface graphique et tout ou... Ah non, 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 là, c'était Non. juste, une, simulation de comment ton pion allait bouger, quoi. Ouais, donc en fait, ça te disait juste, tu es à la case machin, etc. Ouais, ok. Ouais, c'est ça et après tu avais une fonction random pour savoir combien tu allais tirer ton dé, Ouais, des choses ok, comme ça, quoi. ok. C'était un jeu de Rien loi. de Ouais, c'est le jeu de loi old school. C'est pas les enfants, tu les fais pas jouer à ce jeu de loi là, ils vont ah pas non, non, il kiffer. n'y avait pas d'interface utilisateur. Il n'y avait pas le vibe coding à l'époque, donc c'était Euh, trop bien. C'était plus compliqué. Je sais pas, j'ai pas fait de. Je me rappelle avoir bidouillé un peu du Pascal aussi. Pendant un moment, tu passes quand tu fais du scientifique, tu passes un peu par là. Enfin, en tout cas à l'époque. Mais ouais, l'interface graphique, je sais pas trop ce que ça donnerait en Je Pascal. pense pas que Et donc ensuite, tu me dis, bah, je bifurque vers une formation data en étant en école de commerce. Comment t'arrives dans la data après? Qu'est-ce que tu fais? ouais. En fait, du coup, cette formation data, c'est une formation qui est quand même assez, rudimentaire, on va dire. Déjà, Ouais. c'était la première année que mon école le faisait, donc ils tâtaient un peu le terrain, je pense et concrètement, ce qu'on faisait dans cette formation, c'est, on disait: «Ah bah, voilà, ça, c'est un code pour faire, du scoring, il est écrit, vas-y, exécute-le». Ok, ok.
mais au moins regarde comment c'est fait, quoi. OK. Donc et en plus on apprenait du R, à l'époque, donc vraiment, ça n'a pas trop de sens aujourd'hui. Hem et du coup, en fait, à la fin de cette formation, je me suis quand même rendu compte que je savais pas faire grand-chose concrètement. Donc j'ai pris, 3 mois, pour, moi faire des bootcamps en ligne, quoi. Donc j'ai fait pas mal de cours sur DataCamp, pour apprendre OK. du R. Et après j'ai passé quelques coups de fil pour, savoir comment je pouvais choper un CDI avec ça et on m'a dit: «Mais il faut vraiment que tu ailles apprendre du Python, ça sert à rien». On est en De quelle année là, juste pour, resituer? C'était en 2017? Ouais, OK, 2017. Ou OK. même non, c'était 2016 en fait. 2016 donc 2016 et donc toi, tes cours en école de commerce, c'est quoi? C'est, de 2-3 ans avant, c'est dans ces eaux-là ou? bah, 2016, ouais, j'étais en 4e année d'école de commerce, Ouais, quoi, donc ouais, ça OK. faisait OK, donc tu t'apprends donc tu apprends le Python et c'est comme ça que tu trouves ton ouais. premier job en data et tu fais quoi? Bah, en fait, pas vraiment un job tout de suite parce que je fais mes 3 mois de bootcamp en Python et en fait, je me rends compte que j'ai toujours un peu le syndrome de la page blanche, enfin, de l'éditeur de code blanc quand j'essaye de coder des petits, enfin, j'essaie des petits Kaggle, des petits trucs comme Ouais, ça et je me rends compte que j'avais pas du tout, je suis pas du tout fluente en Python. Donc je me dis que je vais faire un stage, alors que techniquement, j'aurais pu direct avoir un CDI et que tous mes amis allaient chercher un CDI. OK. Et donc là, je rentre en stage chez Stuart, donc la plateforme de livraison avec les coursiers, en tant que data scientist, donc vraiment un stage, très basique. Tu peux en dire un peu plus sur Stuart? Parce que c'est c'est Ouais. c'est bien connu, je pense, en B2B, mais pour les gens, qui ont pas, tu vois, qui ont pas Mmh. ils connaissent pas forcément, on les voit pas trop. Bah, Stuart, en fait, c'est, une plateforme où des coursiers peuvent, enfin, s'inscrire et du coup prendre des courses qui sont données, soit par des livreurs de nourriture, soit des livreurs d'autres choses, de Ouais. vêtements, voilà. Au début, je crois qu'ils livraient des pâtisseries, non, quand ils se sont lancés? Je me suis plus ce que Alors c'est, il y a ça une devait être histoire avant comme que ça. j'arrive. Ouais, ouais, non, mais c'est je crois qu'ils s'étaient lancés un truc comme ça et après mais du coup, c'est une plateforme où tu peux toi, par exemple, tu as un resto, tu peux, utiliser leur service pour faire tes livraisons, c'est ça? Techniquement, oui. Après, en général, c'était quand même plutôt des réseaux type, je me souviens plus, je me demande s'il y avait pas Uber Eats et Deliveroo qui À un sous-traitaient moment. déjà Oui, à oui, oui. Stuart à cette Ouais, époque. Après, ils ont peut-être internalisé, mais à l'époque, il y avait un peu de sous-traitance, je pense. ouais, ça me dit quelque chose, OK. Et donc, j'imagine, plein de problématiques de logistique, assez complexes. Tu fais quoi, toi, là-dedans? Mmh. Bah, moi, ce que je faisais, c'était vraiment prédire, l'offre et la demande, par zone dans Paris pour essayer de voir s'il allait y avoir des déséquilibres et ce qu'on faisait, si on voyait qu'il y avait des déséquilibres, prévus, c'est qu'on enfin, créer des mécanismes d'incitation pour qu'il y ait plus de, coursiers à telle heure, à tel endroit dans Paris et qu'on puisse subvenir à la demande, quoi. Oui, donc en fait, donc toi, tes modèles, j'essaie d'imaginer, donc tu regardes un petit peu ce qui se passe dans l'historique, concrètement, où Mmh. est-ce que les gens, commandent des courses, où est-ce que sont les coursiers à ce moment-là Ouais. et tu vas essayer de prédire, j'imagine aussi avec des événements particuliers. Des fois, il y a peut-être des je sais pas, des jours fériés, des choses comme ça qui font que ça change un peu la demande, c'est ça? Bah, surtout la météo, en fait. Ah ouais? OK, C'est ouais. ouais, ouais. Par exemple, quand il y avait de la neige, c'était, bon là, du coup, les modèles marchaient moins bien Ouais. quand il y avait des événements extrêmes comme ça, mais oui, c'était surtout la météo qui faisait pas mal varier les choses. Et parce que de toute façon, les événements très ponctuels, du genre, je sais pas, un match de foot, on faisait plutôt de façon ad hoc, Ouais. on surinvestissait sur, il faut qu'il y ait plus de coursiers, des choses comme ça, quoi. Oui, c'est ça et quand tu dis on met des incitations, c'est-à-dire que les coursiers, on va leur indiquer où aller en avance de phase. C'est un peu ça, on leur Ouais, dit: «Allez vous placer là parce que sans doute il y aura de la demande» quand ils ont ça et aussi on te dit: «Bah, OK, si vous travaillez sur cette plage horaire-là où il va pleuvoir, bah, vous allez avoir un bonus, quoi». Parce oui, c'est que ça, après il y a des évidemment, c'est bonus, ouais. agréable pour personne, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Oui, mais non, mais c'est vrai qu'après moi j'ai travaillé un peu enfin, dans le domaine de la logistique, tu vois, VTC, livraison et tout et il y a ce côté, donner de l'incentive à l'humain pour, répondre à la demande, pour qu'il soit au bon endroit au bon moment et effectivement ça se fait par des bonus et des choses comme ça. Ouais, ouais, c'est sûr. OK, donc ça, c'est ce que tu fais et après le stage, tu restes chez Stuart, tu fais d'autres choses ou? Non, en fait, après stage, en fait, quelque chose que j'ai pas mentionné avant, c'est qu'avant ce stage-là, j'avais quand même fait d'autres stages qui n'avaient rien à voir avec de la data, mais qui étaient plutôt dans l'entrepreneuriat. J'étais partie à Singapour pendant 6 mois
où j'étais, chez Rocket Internet, donc qui était un startup studio assez connu à l'époque et donc je m'étais dit que je voulais monter une startup, un jour. Hem et c'était aussi pour ça que j'étais allée chez Stuart pour aller dans une startup. Sauf qu'en fait, je me rendais compte que j'étais quand même encore en manque de compétences et Stuart, à l'époque, il y avait pas non plus beaucoup de personnes en data, j'étais la seule. Donc en fait, il y avait personne pour vraiment me faire progresser sur ces sujets-là et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais trouver une structure où j'allais pouvoir progresser techniquement, et pour moi, la meilleure façon de faire, c'était, un cabinet de conseil spécialisé en data et data science si possible. Il y en avait pas beaucoup à l'époque, et donc celui que je visais en premier c'était BCG Gamma et du coup, j'ai passé les process pour rentrer et j'ai commencé en CDI là-bas. OK. Alors attends, avant qu'on embraye sur la partie, consultant, j'ai des questions qui me sont venues, quand même sur Stuart parce que tu me dis du coup tu es là à ce moment-là en 2000, on est en 2016 tu m'as dit et Ouais, c'est 2017 le temps que j'ai mon stage, ouais. 2017 et bon, il me semble qu'à l'époque quand même Stuart c'est quand même déjà un truc, qui fait pas mal de choses quoi, qui marche bien. Ouais. Tu me dis il y a pas de alors est-ce qu'il y avait quand même des on pourra peut-être parler de la différence, mais est-ce qu'il y a déjà des quand même des data engineers? Est-ce qu'il y avait des gens qui Ouais. travaillaient sur les algorithmes d'optimisation? Parce que tu vois, moi je vois ça, logistique dit algorithme d'optimisation. Du coup, Mmh. tout ça n'est pas dans le scope du toi tu étais data scientist en fait? Ouais, c'est ça. En fait, il y avait des data engineers qui étaient là et OK, qui, eux, vraiment travaillaient à l'algo de, dispatch, quoi. De, OK, OK, quelle course on envoie à quelle personne. Donc vraiment des algos en prod, mais des personnes qui faisaient de la data science un peu pour, l'analytics, l'optimisation, il y en avait pas. OK, Il me semble pas qu'on avait de BI ou enfin, je m'en souviens pas en tout cas. OK, OK, Donc c'était assez light, mais je pense qu'il y avait pas tant que ça de fonctions data dans les startups à l'époque et d'ailleurs, en fait, enfin, à ce moment-là, c'est pour ça que je suis allée en conseil, c'est parce qu'il y avait pas non plus, de grosses équipes data connues en startup. Enfin, pas que j'en connaisse en tout cas. ouais. Là où maintenant je trouve que ça peut faire sens de commencer ta carrière, en data dans une startup parce qu'il y a des équipes qui sont incroyables, mais à l'époque, il y avait pas trop cette Ouais. possibilité-là, quoi. Ouais, OK, donc en fait, on est sur des moments où en fait, on est très dans l'opérationnel, on résout les problèmes, bah, voilà, avec des algorithmes on va dire en temps réel, pas forcément avec beaucoup d'anticipation et tu pas beaucoup de maturité sur les fonctions. Tu as beaucoup de data, mais tu pas beaucoup de maturité sur, comment exploiter cette data pour, de l'anticipation, en fait, c'est un peu ça? Ouais, c'était plus la data pour le produit, gérée par les software engineers, mais pas trop de la data pour le business, en fait. OK, donc la data pour le produit dans le sens, pour faire de la discovery, c'est-à-dire pour comprendre, comment ça marche, ce qui marche pas, ce que le user, veut, c'est ça? Plus, bah, justement l'algo de dispatching, quoi. OK, ah Techniquement, c'est d'accord. de la data, mais tout ce qui est donc c'est de la data qui va rentrer en prod dans le produit plutôt. OK. Mais par contre, la data qui fait de l'analytics, qui est pour les ops, pour justement savoir Mmh. comment dispatcher leurs coursiers et cetera, là, il y avait pas forcément de fonction qui faisait Oui, ça. d'accord. Donc, ce que tu voulais dire par produit, c'est pour que le produit fonctionne, Ouais, c'est ça. et c'est pas pour les gens qui derrière ont besoin de analyser cette data pour prendre des meilleures Ouais, c'est décisions, en ça. fait. Il y a pas ça. Ouais, OK. exactement. OK, cool. Et ensuite, donc, tu vas au BCG. Qu'est-ce que tu as fait de Mmh. cool au BCG? Bah, écoute, plein de choses. Ce qui est assez bien au BCG, c'est que du coup, les premières années, tu vas pas te spécialiser dans une techno en particulier. Tu vas faire des modèles, d'un peu tout type dans différents secteurs. Moi, j'ai passé une année quand même sur une entreprise, mais on a fait plein de modèles différents. OK. Donc le modèle sur lequel j'ai plus travaillé, c'est un modèle d'optimisation de ton assortiment, pour les retailers. Donc savoir, quels produits il faut mettre dans quel magasin, en quelle quantité. D'accord. Donc en fait, c'est super intéressant. Il y a plein de sous-modèles derrière de, prédire la demande, prédire le stock optimal, savoir aussi quelles sont les combinaisons de produits à mettre. Donc c'était vraiment super intéressant. OK. Et après la deuxième année, j'ai fait des projets un peu plus courts, sur des sujets de forecasting, de personnalisation d'offres et ouais, c'est à peu près Personnalisation d'offres, c'est un peu les trucs, est-ce que c'est les algos de recommandation, un peu les trucs à la Netflix là ou à ouais, Amazon, ouais. ouais, Tu c'est ça, recommandation, scoring un peu de quelle personne va apprécier quel produit, quoi. On peut tu peux me est-ce que tu arriverais à m'expliquer un peu comment ça marche un algo de recommandation dans les grandes lignes?
Hem, alors il y a plusieurs types d'algo de recommandation. Je dirais que tu as des modèles de scoring pour comprendre quelle est la probabilité pour chaque utilisateur d'être intéressé par un produit et donc là, ce qu'on fait, c'est, on va créer un dataset enfin, pour chaque utilisateur, plein de features de, je sais pas, qu'est-ce qu'il a acheté avant, quand est-ce que c'est son dernier achat, qu'est-ce que c'est son panier moyen, Mmh. des caractéristiques sur l'utilisateur aussi. Donc ça, c'est vraiment tu as un dataset, hem, avec, ta liste d'utilisateurs et tu prédis un score entre 0 et 1 Ouais. sur utilisateur produit, quoi. Et après, on avait un autre type d'algorithme qui était assez intéressant et je pense que c'est ce que Netflix faisait. Ça s'appelle du collaborative filtering OK. et en gros, c'est tu as une espèce de matrix de tes users et les produits et tu Mmh. regardes, OK, chaque user, quel produit il a aimé et en fait, il y a un utilisateur qui est assez similaire, à lui Ouais. et en plus, il a acheté tel autre produit et OK. donc tu te dis, bah, par, Ouais, ouais. association, peut-être que cet user qui lui ressemble, il va aussi être intéressé par ce nouveau produit, quoi. OK. Donc si je reprends le premier exemple que tu as dit, le premier exemple, c'est je prends les caractéristiques des gens, donc j'ai plein d'infos et je regarde les gens qui se ressemblent en fait et je fais un peu des groupes et du coup, je sais un peu ce qu'ils vont acheter et là, tu rajoutes une dimension j'ai aussi cette histoire de groupe, de gens qui se ressemblent, de cluster quoi et par contre, je suis capable de regarder dans ces groupes-là ceux qui achètent un peu les mêmes choses en fait. Ouais, Donc ouais, c'est donc ça. je prends en compte en plus l'acte d'achat, et dire ça en fait finalement ces produits se ressemblent pour ces gens-là en fait. S'ils aiment ça, ils Ouais, c'est ça. c'est le fameux «vous aimerez aussi» qu'il y a sous Ouais, c'est ça. ouais, OK. Alors que je pense le premier exemple, c'était vraiment la notion de toi en tant qu'individu, c'était quoi ton parcours et du coup, qu'est-ce qu'on prédit que tu vas acheter? OK. Alors que le deuxième, c'est vraiment regarder à qui tu ressembles et du coup te proposer des choses qui plaisent aux gens qui te ressemblent, quoi. Ouais, ça s'appelle le collaborative filtering ça? Ouais, le OK. type d'algo, ouais, ça m'est revenu comme ça, Ah, c'est OK, bien, non mais c'est intéressant, j'ai vu des trucs comme ça. Je pense qu'effectivement c'est Netflix que qui a ouais. popularisé ce truc-là. On a beaucoup Mmh parlé, mh. moi quand j'étais à Air France, on avait, je crois, testé des trucs comme ça sur certains sujets, c'était assez cool. Et ben maintenant, du coup, dans tes expériences au BCG ou pas, mais est-ce qu'il y a un truc, alors déjà, est-ce qu'il y a un souvenir, on va dire le pire souvenir, en tout cas un truc qui était assez pénible pour toi? Bah, je pense le pire souvenir, c'était, quand j'étais, au BCG et qu'on s'était un peu donné des objectifs de, performance d'algo et enfin, en termes de précision de l'algo et bah, c'est quelque chose qui est un peu dur à prédire, quoi. Quand est-ce que tu vas arriver à, je sais pas quoi, 60 de précision? Heu, Tu peux pas savoir, quoi. Donc j'ai des souvenirs de semaines où vraiment je passais mes journées et mes soirées à changer des trucs dans le modèle, le refaire tourner. En plus, le modèle tournait en peut-être, 7 heures et parfois il plantait au milieu et donc je me levais le dimanche matin, je lançais le truc, j'allais faire autre chose et je regardais si ça avait amélioré et du coup, tu as un peu cet inconnu tu sais pas trop si tu vas vraiment atteindre la performance que tu veux Ouais. et en combien de temps, quoi. Et comment, parce que du coup, c'est un truc qui est assez, fréquent dans ces sujets-là, c'est que tu ne sais pas, enfin, tu vas tester en fait, je vais dire un gros mot, mais qui est quand même vrai, c'est que ça reste de la cuisine, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans les grandes lignes, tu ne sais pas la qualité des choses que tu vas faire. Tu testes des modèles, tu peux te construire une intuition. Il y a quand même, il y a bien sûr plein de théories derrière l'IA, le machine learning, etc. Mais pour savoir qu'est-ce qui va bien marcher sur quel problème, bah c'est pas une science exacte. Mmh. Et c'est vrai que tu es obligé de tester plein de trucs. Et donc en fait, un problème quand il arrive en amont, soit il est déjà hyper connu et effectivement pas de sujet quoi. Tu vas appliquer l'algo qui s'applique au, tu vois, typiquement le collaborative filtering. Alors, j'imagine en plus, ça dépend quand même de la qualité de la data. Donc, même un truc qui marcherait théoriquement sur le même problème, si t'as pas le même volume de data ou que ta data elle est structurée différemment, j'en sais rien, voilà, tu peux tirer moins de conclusions, donc ça marche moins bien. Mais comment finalement les gens se fixent un objectif alors que concrètement, c'est à peu près Mmh. impossible de le définir à l'avance. Bah, je pense qu'il y a une sorte de benchmark quand même. Enfin, je pense que l'avantage du BCG Gamma, c'est que, les partenaires, faisaient, plein de projets un peu similaires, prédire du churn, prédire ceci, cela. Et il Ouais. y avait un benchmark de c'est quoi la performance que tu peux attendre, de
tel et tel modèle, sur ces sujets-là, quoi. Ouais. Donc après, effectivement, ça dépend de la qualité de la donnée, mais au moins, tu sais à peu près qu'est-ce qui est raisonnable d'attendre d'un modèle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, ce qui est toujours compliqué, c'est que tu vois, enfin, tu vas de toute façon, j'imagine, essayer de faire de ton mieux, et cetera. Mais des fois, tu l'atteins pas. Et après, est-ce que des fois, c'est un objectif, si on l'atteint pas, en fait, ça sert à rien d'utiliser cet algo. Mmh. Ou est-ce que c'est plus, on se met un objectif commercial et ben, si on l'atteint pas, le client, en fait, il est pas content. Je pense que c'est plutôt la première option, en fait. En général, quand on développe un modèle, ce qu'on fait, c'est on crée une naive baseline, ouais, c'est ça. C'est Ok. genre, si tu fais un algo qui est le plus simple possible, qu'est-ce que c'est ta baseline? Donc par exemple, si j'essaie de prédire mes ventes de l'année prochaine, ma baseline, ça va être: «OK, je prédis que c'est exactement les mêmes que cette année». Hmm. Et donc il faut que ton algo, il fasse mieux que ça. Parce qu'en fait, s'il fait pas mieux que ça n'a pas de sens de payer le coût d'un algo, la mise en place d'un algo. Donc il faut quand même qu'il y ait un incrément, relativement important par rapport à ce qui est simple à faire, quoi. Ok, donc en fait, tu fais quand même une étude rapide au début avec un algo simple. C'est un peu comme quand on fait, je sais pas, un truc enfin, quand on dit, est-ce que alors je vais dire n'importe quoi, mais je vais dire tu sais qu'on s'appelait la pieuvre là, ou je sais plus quoi, qui prédisait les matchs de foot. Ah ouais, Euh, ouais, je à me un rappelle moment, plus. non mais ta baseline c'est une chance sur deux, tu vois, tu prédis le vainqueur. Alors, ok, pour les puristes, il y a le match nul aussi, mais en gros voilà, t'as une chance sur deux, et toi tu veux regarder que ton algo il a un pouvoir de prédiction s'il est meilleur qu'une chance sur deux. Là, c'est un peu pareil en fait. Ça et parfois, c'est un peu plus complexe que ça dans le sens où parfois, il y a déjà un processus humain pour faire la prédiction, Ok. avec des règles business et cetera et donc là, il faut prouver que, l'algo va faire mieux que le processus humain, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est un sujet intéressant parce il est en termes de conduite du changement, Mmh. c'est un autre sujet, mais quand tu as des humains qui ont une habitude et que tu leur mets dans les mains un outil en fait d'aide à la décision, voire des fois de décision automatisée, Mmh. il y a ce côté, bah si, mais même des fois en fait, même tu peux montrer que ton modèle il fait mieux au global. S'il fait des grosses bêtises, ton modèle, il va pas être utilisé par les gens. Bah, c'est souvent ça. Souvent, en fait, les gens savaient très bien les edge case, Ouais. scénarios et donc ils nous challengeaient sur les edge case scénarios du modèle. Donc bah, du coup, fallait aussi que nous, on rajoute plein de edge case scénarios, parfois des règles business un peu hard codées dans le modèle Ouais. pour, que le modèle fasse pas des trucs stupides, en cas d'événements extrêmes, quoi. Oui, ça c'est un truc important parce qu'on a l'image, tu sais, tu donnes tout à la machine et super, elle te fait un algo qui marche bien. Mais c'est vrai que souvent un algo fini utilisé en prod, il est complémenté de ces intelligences humaines qu'on a, comme tu dis, hard codé. C'est plus Mmh. l'arbre de décision, c'est plus voilà le modèle probabiliste, c'est autre chose qui vient Mmh. contrecarrer entre guillemets les sorties du modèle dans ce cas-là. Ouais. Ok. Et du coup, ce qu'on fait en général, c'est plus, bah, le modèle, il va te suggérer des prédictions, Ouais. hem et aussi, on va essayer de construire une interface pour t'expliquer pourquoi le modèle, il a prédit ça, quels étaient les poids qui ont joué, Hum, le hum, plus, hum. dans la prédiction et qu'ensuite, la personne puisse valider ou ajuster la prédiction, quoi. Ah, ça, c'est aussi un sujet. Donc, il y avait beaucoup cette dimension interprétabilité, compréhension de pourquoi la machine conseille ce truc-là que tu devais. Ouais, bah, parce qu'effectivement, en termes de conduite du changement, si tu veux faire tu vois, le changement de prédiction humaine à prédiction, par, modèle, il faut que les personnes se les approprient, quoi. Ouais. Et c'est le genre de sujet où les réseaux de neurones. Parce que là, on est sur des modèles qui sont pas des réseaux de neurones. On est sur des modèles plus classiques du machine learning, c'est ça? C'est ça, si tu es sur du machine learning, ça peut, enfin, tu peux sortir des poids, facilement. Ouais. Deep learning, effectivement, c'est plus de la black box, donc heu, c'est plus dans l'étape d'après quand tu es déjà un peu à l'aise avec les prédictions, quoi. Ouais, ok. Ok. Intéressant. Et est-ce que il y a un truc un peu what the fuck que tu as fait, pareil, soit au BCG, soit ailleurs, une étude un peu marrante? Mmh mh. What the fuck, ouais, donc c'est quand j'étais en freelance là, il y a 1 an, j'ai Ok. fait une étude, pour, un producteur de tomates, pour essayer de prédire, la croissance des tomates. Donc Ok. franchement, c'était super intéressant quoi, parce que c'est vraiment traduire des paramètres de la vie réelle de: «OK, c'est quoi la taille de mon plant de tomates? Il y a combien de tomates sur le plant? OK, bah, dans combien de temps je pense que la récolte va arriver?» Ah et en ouais. plus, du coup, j'avais visité des serres,
pour bien comprendre comment pousser une tomate et essayer de retranscrire ça dans le modèle, quoi. Et tu avais beaucoup de data parce que tu te dis c'est quand même enfin Ouais, bah, oui, oui, non, il y avait beaucoup de data. Déjà, il y avait beaucoup de data d'historique des rendements, beaucoup de data météo parce que, ils avaient des capteurs sur, tout ce que tu peux imaginer sur la météo, la pression, l'ensoleillement, des choses comme ça. Et après quelques data aussi de relevés, agronomiques quoi, de, ma taille de plante, le nombre de fruits, des choses comme ça. Même si ça, du coup, c'est des relevés manuels, donc c'était de la donnée qui était un peu, disparate en termes de qualité, quoi. ouais, OK. Et quel était l'enjeu, de cette fin de cette prédiction au final? C'est prédire, la qualité de la récolte, les quantités, c'est quoi un petit C'est plus prédire la quantité parce qu'en fait, tu peux pas forcément maîtriser, quand est-ce que tu vas récolter, les tomates. Et donc en fait, il faut que tu anticipes pour savoir quand est-ce que tu vas les récolter, pour avoir, la capacité dans l'usine pour le faire, savoir combien tu peux vendre, pour éviter d'avoir, des surplus ou pas assez d'offres, quoi. OK. Ouais, parce que c'est des métiers qui sont hyper, cycliques en fait et donc tu dois, enfin pas cyclique, un peu imprévisible et tu dois adapter aussi, j'imagine ta te les ton personnel à, les moments où il y a des pointes d'activité, ce genre de choses et Mmh mh. Ouais, OK. exactement. OK, marrant, intéressant. Heu et ben, après je voulais embrayer sur, ce que tu as fait, alors pas après les tomates parce que je crois que c'était avant, mais Ouais, tu es passé chez Sunday ouais. qui est, peut-être tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Moi, c'est une start-up, j'avais trouvé assez cool, j'en avais pas mal entendu parler et tu me diras, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y avait un lien à la base, c'est un bon vas-y raconte-moi et après je te dirai ce que j'ai en tête, peut-être je suis à côté de la plaque. Heu, ouais, bah, du coup, effectivement, après, je suis rentrée chez Sunday et Sunday, c'est une startup qui fait du paiement par QR code au restaurant, donc pour payer ton addition. OK. Et à la base, est-ce que c'est donc tu as un QR code sur la table et c'est ça qui est enfin tu payes ton addition quand tu veux. Tu as plus à aller voir le serveur, tu scannes et tu peux payer. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un confort, tu attends plus. Mmh. Mais est-ce que à la base, c'est pas un restaurant, je crois, une chaîne de restaurants à Paris qui est assez connue, c'est ça qui est c'est un fork de ce resto, c'est Big C'est Mama ça, ou pas? ouais, ouais, c'est ça. En gros, c'est le groupe Big Mama qui avait mis ça en place dans ses restaurants, au moment du covid, Ah ouais, ça doit être par heu, là, ouais, pour, OK. ouais, voilà, pour, bah, éviter, plutôt les les contacts humains au moment du covid, quoi, on va dire. Pour, le menu, l'addition et cetera et finalement, en fait, ça avait tellement bien marché qu'ils se sont dit qu'ils allaient en faire, Une toute une start-up, start-up. ouais. Ouais et ça, on en voit partout, hein, en fait, des QR codes, non, c'est vrai, c'est fou parce Ouais. que tu te dis c'est quand même une ils ont résolu un point de friction qu'ils avaient eux à un moment donné et en fait, ils se sont dit: «Mais en fait, tout le monde a ce besoin-là», ils l'ont généralisé et c'est vrai que ça marchait pas mal. Ouais. Oh mais trop cool. Beh, du coup, voilà, donc ça j'ai trouvé cette boîte cool, mais tu peux me raconter un peu ce que tu as fait? Parce que je crois que tu y étais assez tôt, chez Sunday. Ouais, effectivement, je pense que quand je suis rentrée chez SND, on était entre 20 et 30 quoi, donc c'était vraiment au tout début. Et il y avait pas de data stack ou enfin, il y avait juste de la donnée de prod branchée sur un outil Ouais. BI. Ah donc il y Donc avait quand même alors attends, j'aime bien ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse vachement. Je l'ai vécu quelques fois, mais donc données de prod, ça veut dire que tu as une base de données, n'importe quelle techno, Postgres, MySQL, on s'en fout et ça, c'est la data qui est utilisée par, vraiment la prod pour que ça fonctionne et il y avait les analystes qui avaient un outil branché directement sur cette base de données et qui pouvaient faire, eux, des requêtes pour, des requêtes SQL parce qu'ils s'y connaissaient en SQL aussi, c'est un peu leur métier. Ils pouvaient faire des requêtes SQL, donc il y avait quand même un espèce de truc où enfin, tu vois, la prod, elle change tout le temps. Enfin, je veux dire, toi, tu changes quand tu es développeur, tu changes le schéma, l'architecture, etc. mmh. Et le côté BI, eh ben, ils doivent s'adapter à ces changements. Ils ont des tableaux de bord qui se sont construits, qui pètent tous les 4 matins. Ils ont tous ces problèmes-là. Mmh. Bah, en fait, déjà, je pense que tu as été un peu trop ambitieux, il y avait pas Ok. d'analyste, hein. Ah, ok. Et en fait, c'est marrant parce qu'après j'ai fait un peu de freelance et le setup que je vois dans toutes les startups qui se lancent, c'est, bah, il y a quelqu'un en tech qui a branché, la base de prod à un outil de BI, quoi. Ouais, Et ok. du coup, tous les gens du business, doivent, aller sur cet outil de BI, pour faire leurs analyses et comme tu dis, bah, la data, elle change tout le temps, donc les dashboards, ils pètent tout le temps et en plus, la data, elle est très, très brute, donc chacun fait ses petites sauces sur: «OK, comment je calcule le revenu?» Et donc il y a aucune cohérence dans les KPI, dans la définition des KPI, quoi.
Ouais. Et un autre truc, moi, en tant que CTO, plutôt côté tech, enfin côté produit prod, moi le cauchemar, c'était la requête qu'on lance sur la DB qui est monstrueuse et qui me fait ramer, voire planter ma prod. Tu vois, moi c'était ça Ouais. le truc un peu Alors, cauchemardesque. Quoi. normalement, si les gens font bien, ils branchent une réplica de la prod Exactement. et pas la prod elle-même. Mais même ça, en fait, parce que alors du coup, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une réplica de la prod branchée sur la BI. Mais enfin, une base Postgre, ça reste, très lent, quoi. Donc vraiment, je me souviens, j'étais à côté, du DM France, qui essayait de recharger ses dashboards. Ça prenait vraiment 1 minute à charger et il me regardait en mode: «J'attends depuis 1 minute Ouais, là» ouais. et donc il a fallu passer à une autre techno que Postgre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, est-ce que j'ai pas creusé le sujet en détail, mais pour moi, si je te dis OLTP et OLAP, c'est ces termes-là ou pas? Trans Heu, là, tu me parles de termes que j'ai entendu parler dans Ouais, d'autres non, services. mais OLTP, moi, c'est ce que j'appelle le transactionnel. Le transactionnel, c'est des petites requêtes qui vont très vite. Tu peux faire des trucs bien avec Postgre, mais il faut que tu peux pas avec le même schéma. C'est-à-dire que la base de données doit pas être structurée de la même manière. Donc, en fait, Mmh. si tu prends une base de données Postgre ou MySQL structurée pour de la transaction, du OLTP, Mmh. si tu fais, toi, des requêtes de BI qui, par définition, elles ont besoin de toute la base, de toute la data, etc., ça marche pas. Mais du coup, il faut Mmh. faire des transformations qui peuvent être de plein de types. Et peut-être, là, tu vas m'en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'on fait, en fait, concrètement pour rendre ça exploitable par des analystes. Ouais, ouais. Bah, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est, justement créer cette couche de transformation. OK. Donc en data, on appelle ça des ETL et ce qui est Extract Transformation Load. Donc bon, extract, si c'est ta base de prod, c'est déjà fait, quoi. C'est juste mettre ta donnée dans un base Postgre Ouais. et transformation, c'est, bah, j'ai ma donnée, très, très brute et j'écris une query dessus pour que, ce soit plus simplifié à utiliser après, quoi. Et OK. load, c'est tu le load dans ta data warehouse après, quoi. OK. Et ça, donc, si on reprend l'exemple de la base Postgre, tu gardes ta réplique pour faire tes requêtes sur ta réplique ou pas? Ou tu fais directement tes requêtes, ton Ouais, extract en sur fait, la. ce que tu fais, c'est, donc tu as ta réplica, de production et ensuite, nous, on avait quand même fait un réplica directement à l'identique dans une data warehouse. Donc nous, on était sur GCP, donc on avait fait ça sur BigQuery. OK. Ce qui fait que du coup, on a, toute la donnée, qui est loadée quand même dans la data warehouse et après, en plus de ça, on a, une pipeline de transformation pour, nettoyer la donnée et la rendre, utilisable par un utilisateur, quoi. Un Donc utilisateur. en fait, tu la stockes brute dans GCP, donc GCP qui est une autre techno de base de données propriétaire de Google, si je dis pas de bêtises, Ouais. et qui est en fait qui est orientée pour être notamment avec beaucoup de parallélisme en fait sur plusieurs machines et qui te permet de Mmh. faire de diviser pour mieux régner entre guillemets quand tu fais tes queries. Mais donc Mmh. là, tu prenais tout au format de la table Postgre, donc au format SQL avec le schéma actuel, et tu le retransformais après ou tu préagrégais de la data. C'est quoi un peu concrètement les. Ouais, bah, en gros, nous, on a mis en place, un système en data qui est assez connu qui s'appelle l'architecture médaillon. Ok. Donc, tu sais que tu as 3, enfin, c'est connu en data de toute façon Non mais ouais, ouais, c'est intéressant. et en gros, ça veut dire que tu as 3 couches de préparation de données qui correspondent à quel point ma donnée, elle est, nettoyée et préparée pour l'utilisateur. Ok. Donc en gros, tu as une couche bronze, silver et gold. Ok. Ta layer bronze, ça va vraiment être, des opérations très simples de juste renaming, tu vois? Hmm. Donc par exemple, tu vois, l'ID de ta table client, tu vas la renommer client ID pour que ce soit plus simple, des choses comme ça. Ok. Ou genre tes des montants qui sont en centimes, tu vas les convertir en euros, des choses comme ça. Hmm, ok. Ensuite, ta layer silver, ça va être, du cleaning un peu plus, enfin plus du cleaning sur, ta data, mais toujours en restant à granularité fine. Donc, par exemple, si tu as, par exemple, tes tickets, tes additions, tu vas la recouper avec, les remboursements pour savoir quelles sont les additions qui ont vraiment été, Ah oui, payées et pas oui, d'accord, remboursées. oui, oui, ok, ouais, les reçus, enfin bref, la bill, Oui, j'arrive pas à trouver le prix, la facture de la table. En gros, les gens ont payé, ouais, c'est c'est ça. ça, ok, ouais, ok, ok. Ouais. Donc voilà, donc c'est des toutes petites opérations comme ça. À la fin, tu arrives en général sur un star model, donc c'est,
tu as des faits, des dimensions que tu peux joindre. Donc, par exemple, ton fait, ça va être ton addition et ta OK. dimension, ça va être, ton client. Donc comme ça, tu peux joindre les 2 facilement OK. en tant que data people. Ouais, ouais, Et ouais. ensuite, OK. la dernière layer, c'est la layer gold où là, en fait, tu vas tout préagréger pour que n'importe qui, pas technique, puisse faire des analyses sans avoir besoin de faire des jointures, des agrégations. OK, donc en fait, tu proposes. Ce qui est rigolo, c'est ton niveau silver. Je pense que c'est ça le OLAP. Tu vois, l'histoire des faits et des dimensions. Et en tout cas, de mémoire, j'ai jamais beaucoup creusé, hein, mais de mémoire, c'était un peu ce truc-là. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que tu prends ta data brute, tu la transformes, donc tu la dupliques probablement, j'imagine. C'est de la duplication de data quand même ou... Ouais, donc tu Ouais, la ouais. dupliques en 3 niveaux avec des redondances, mais c'est pas grave. Les gens en fait qui connaissent pas, ils ont le niveau du haut et ils peuvent avoir de la data. Et plus tu as des gens un peu techniques qui connaissent, ils peuvent aller chercher en fait eux-mêmes le niveau de granularité dont ils ont besoin s'ils veulent faire ce qu'on appelle du Ouais, du deep dive. ouais, voilà, exactement, La grande sœur, voilà, qui veulent aller ouais. plus. OK. Après, c'est un peu moins permissif que ça dans le sens où nous, on laissait pas accès enfin, le business avait accès qu'à la layer gold et pas aux layers d'avant OK. parce que en fait, le risque, c'est que sinon les gens se mettent à calculer des choses comme ils veulent au lieu de respecter les définitions et le clean que nous, on a mis en place, quoi. OK. Et alors attends, il y a une question qui m'est venue, mais déjà, donc toi, finalement, ton métier, c'est de comprendre ce que veut le business, de comprendre ce qu'il y a dans le data model de la prod et de transformer ça pour que les gens, pour que ça soit clair pour eux. Mais tu as un travail permanent. Comment tu travailles, je veux dire, avec ce sujet qu'on a abordé tout à l'heure, qui est la base de prod, potentiellement, elle change tout le temps. Et j'imagine, en tout cas, moi, tu vois, en tant que la personne qui gère la prod, elle a pas envie que l'équipe data vienne lui mettre des contraintes quand elle gère la prod. Elle fait une migration de son schéma, elle change des colonnes, elle drop des trucs. Comment tu gères ce truc-là? Bah, du coup, effectivement, il y a quand même un process, à respecter entre, l'équipe de dev et l'équipe data. Donc nous, ce qu'on faisait au début, c'était juste de leur dire: «Bah, si vous faites une modification dans un schéma de prod, juste notifiez-nous à l'avance pour qu'on puisse, adapter en même temps que vous, quoi». OK. Et après ce qu'on avait fait, à la toute fin de quand j'étais chez Sunday, c'est en fait, les développeurs étaient devenus responsables d'une partie de la transformation data. OK. Donc en fait, c'était eux qui faisaient la première transformation bronze. OK. Comme ça, ils s'assuraient que sur la layer bronze, on était ISO et que du coup, nous, on pouvait continuer à s'occuper de silver et gold sans se soucier des schémas de prod. Mmh. Ouais, ouais, c'est logique. Et donc toi, effectivement, tu vas voir peut-être de temps en temps, il y a des rajouts, il y a des choses que tu as envie de rajouter peut-être dans le bronze, mais eux sont en charge de la maintenance. Et donc quand ils font une migration, etc., ça fait partie de leur process de réflexion de pas casser ce layer-là, quoi. Ouais, c'est OK. ça. C'est du coup là, c'est quoi les... Alors oui, non, encore une question qui m'est venue, c'est quoi la fraîcheur des données entre guillemets? C'est, tu vois, Mmh. est-ce que c'est du temps réel? Est-ce que c'est du daily? Comment ça se passe? Bah, du coup, c'est pas du temps réel et en fait, c'est entre guillemets «le problème» quand tu fais ton pipeline de transformation, c'est que c'était plus en temps réel. Ouais, Mais en fait, il y a très peu de business qui ont besoin de temps réel, quoi. ouais. Donc nous, je crois que la fraîcheur des données, c'était, toutes les 4 heures, on faisait un refresh. Ah quand même, ouais, Mmh. donc ça va, 4 heures, c'est frais Donc quand oui, même, ça ouais. va. Mais effectivement, quand tu as des plus grosses données, en général, ça va peut-être être plus qu'une fois par jour, quoi. Ouais, oui, oui. Non, mais parce qu'en fait, souvent, tu as besoin de l'historique. Après, tu peux avoir des tableaux de bord temps réel, mais c'est limite d'autres trucs, c'est des ops, en fait, c'est un autre sujet, c'est pas forcément le même, Ouais, je pense qu'on avait peut-être quelques données en temps réel, pour, suivre les bugs, des choses comme ça. OK. Mais du coup, tu es obligé de faire ça sur des plus petits sets de données, quoi. Oui, c'est ça, parce que quand tu dis suivre les bugs, c'est peut-être avoir avoir des KPI business qui te font dire il y a un bug. Par exemple, tout d'un coup, j'ai un drop de 50% des additions, j'en sais rien, tu te dis, Ouais, les gens peuvent plus payer, quoi. Il y a un problème, ouais, quoi. Et donc là, tu détectes des bugs, et donc ça, c'est un peu du monitoring, mmh. temps ref, c'est vraiment de l'opérationnel. Et donc cette histoire de transformation dont tu m'as dit, GCP, on a une base de données SQL classique souvent en entrée, en tout cas dans les startups, c'est quand même souvent comme ça que ça commence. Entre les deux, il y a des outils ou c'est vraiment GCP qui fournit, Ouais, il y a un outil qui est assez connu en data qui s'appelle dbt et qui permet de faire de la transformation avec du SQL. Donc très concrètement, en fait, c'est juste un outil qui va
orchestrer, le lancement de plein de requêtes SQL pour, faire tes transformations, quoi. D'accord, OK. OK, ouais, donc en fait, c'est non, parce qu'après le domaine de l'ETL, il est hyper vaste, en fait, hein. Il y a des milliards d'outils, il y a des milliards de techno. C'est cool de voir, que ça peut être un truc, en fait, avec, peut-être 2 outils et tout, ça enfin, je dis pas que c'est simple, mais que c'est abordable, tu vois? En tout cas, c'est je Ouais. veux dire, Après, les il y a aussi je pense que tu as aussi la couche d'ingestion, tu vois? Parce que là, on parle juste de la donnée de prod, mais nous, on avait aussi un CRM, un outil customer support, un outil de billing et donc en fait, tu as aussi des outils d'ingestion. Nous, on utilisait Airbyte qui va se connecter à ton SaaS quoi et te dumper ta donnée, dans BigQuery. OK, parce que moi, est-ce que ça te parle tout ce qui est, ce qu'on appelle les customer data platform, les trucs qui sont censés Ouais, te connecter, ouais, ouais. tous les Genre outils annexes? comme ça. Ouais, exactement, exactement. C'est Ouais, un c'est un bah peu la même chose, en fait, ce qui est différent, c'est que, les outils de CDP, ça c'est basé sur l'événement. Donc en fait, dès qu'il y a un événement déclenché quelque part, ça va déclencher un autre événement qui Ouais. peut être, écrire la ligne, dans une table. Mais du coup, ça veut dire que tu peux pas faire des imports en bulk quoi, enfin genre en OK, gros. en batch, enfin plusieurs, Ouais, en batch. informations Tu d'un vas coup, ouais. vraiment genre Ouais. juste faire circuler des événements en fait dans ton CDP, OK. alors que les outils d'ingestion type Airbyte, en fait, ils vont, prendre tout un dataset qui est dans ton CRM et le dumper dans un autre outil. Donc tu peux faire un backfill, de la donnée historique, tu peux rejouer la donnée historique et ça te permet de C'est un peu plus déplacer plus facilement de la donnée oui, en parce batch, que quoi. juste peut-être on est passé un peu vite sur l'enjeu et sur, CDP, mais concrètement l'enjeu qu'on a souvent dans ces équipes-là, c'est que, tu as le SaaS qui est développé par, l'équipe technique, le truc interne, mais en fait tu as plein d'outils externes. Tu vas utiliser, je sais pas, je vais dire Intercom pour communiquer avec tes clients, tu vas utiliser, un CRM donc, pour, suivre effectivement et il y a de la donnée un peu partout et tu as envie que tous ces trucs-là souvent communiquent entre eux parce que, tu veux pas passer de l'un à l'autre pour avoir toutes tes infos. Donc souvent, tu as ce qu'on appelle un CDP qui fait, comme on disait, passer des événements des uns à l'autre, passer de la donnée. Et tu as la même problématique avec de la data plus large entre guillemets, des trucs un peu plus, j'ai pas le bon mot, mais tu vois, j'allais dire offline, mais en tout cas, tu as des choses un peu. Je dirais que le CRM c'est presque un peu opérationnel aussi, Mmh. et tu as des choses un peu plus analytics où là c'est plutôt, bah voilà, des gros batchs de données que tu veux processer, que tu veux synchroniser, etc. Ouais, Ok. ouais. Et après, les outils de BI, ils se branchent. En fait, toi, tu mets ça dans un outil. Donc, toi, c'était GCP, mais ça pourrait être d'autres trucs, hein. Il y a Mmh. plein d'offres là-dessus. Et après, le métier, il choisit son outil qui va avoir le connecteur qui marche bien avec cette base de données. C'est quoi les outils d'ailleurs? C'est Power Ouais, BI, ce après genre de truc, ouais. Ouais, après, en général, tous les outils de BI se connectent avec les principales data platforms. Donc, c'est plus choisir l'outil qui te convient et qui est à ton budget. Je pense que c'est Ah ouais, un c'est des ça le truc, ouais. principaux différenciateurs Ouais. entre les outils de BI et notamment les startups. Je pense qu'elles vont surtout sur des outils open source type Metabase. Ok. Euh, et après, dans les plus grandes boîtes, tu vas avoir du Tableau, du Power BI, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, Ou de effectivement, BigQuery. de startup, j'entends plus parler de ça. Metabase, avant, j'entendais parler de Tableau et de Power BI, effectivement. Ouais, voilà. Ok. Eh ben, écoute, nice, hyper intéressant. C'est un sujet que j'avais pas du tout abordé et que je trouve il est assez crucial parce que moi, j'ai vécu le truc où on fait un peu les choses à la main. Tu vois, l'étape que je te dis là. Mmh. Ah, on est branché sur la DB de prod. Ah, on a cassé la DB de prod. Bon, on va arrêter ce truc-là. Ah, on fait une réplique. Ouais, mais bon, en fait, la réplique, à un moment, tu peux pas faire les requêtes que tu veux. Quand ça prend 24 heures la requête, ça marche plus. Mmh. Et donc, petit à petit, créer des choses de plus en plus complexes. Donc, c'est cool Mmh. de voir que ça s'est Ouais, bah, c'est structuré. ça. Et c'est marrant parce qu'effectivement après j'ai fait un peu de freelance et c'était tout le temps le setup dans lequel j'arrivais, c'est, il y a la base de prod qui est branchée à l'outil de BI, ça pète partout, c'est trop lent, les gens n'en peuvent plus et en même temps, il y a qu'une équipe tech qui n'a Ouais. pas le temps de faire mieux, et Ouais, puis donc qui sait pas forcément faire parce que tu vois, en fait, ouais. c'est pas, enfin, le métier de développeur n'est pas celui-là du tout, en fait. C'est Mmh. un autre métier, quoi. Ouais, clairement, ouais. Ok. Eh ben, écoute, trop cool. Je suis trop content d'avoir abordé ça. Est-ce que maintenant on peut aller sur, si je te demande une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière, c'est quoi le premier truc qui te vient? Ouais, je pense que le truc sur lequel j'ai changé d'avis, c'est vraiment au tout début de ma carrière, je me sentais, pas compétente, techniquement, on va dire et je pensais que ça allait me desservir, quoi.
Et donc c'est pour ça qu'en sortant d'école, j'ai voulu acquérir des compétences techniques, devenir très technique pour pouvoir progresser plus vite et au final, je me suis rendu compte que parfois ça pouvait aussi te porter préjudice d'être technique Mmh. parce que ça te mettait un peu dans une case de, bah, tu as des compétences techniques, il faut que tu fasses ça et pas que tu réfléchisses à la stratégie du business, aux questions plus stratégiques, voilà que parfois la casquette technique te desservait, pour aller sur des rôles plus stratégiques, quoi. OK. Nice et alors aujourd'hui, maintenant, tu t'es finalement lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu fais? Tu m'as dit Ouais. le curseur des data scientists. Ouais, curseur des équipes data. En gros, on développe un éditeur de code, pour que les équipes data écrivent, du SQL, du Python avec l'aide de l'IA. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'eux, ils ont pas forcément pris le switch de l'IA parce OK. qu'il y a pas encore d'outils qui savent comprendre la data, comprendre le code qu'ils écrivent, pour les aider à écrire ça avec de l'IA, quoi. Donc c'est vraiment orienté, donc exactement, donc Cursor, c'est vraiment tu as ton éditeur de code et tu as, une petite fenêtre avec qui a accès à ton code, à qui tu peux parler pour t'aider. Là, c'est finalement, c'est la même chose. Vous avez aussi développé un éditeur de code carrément? C'est carrément un éditeur de code dédié au projet data? Ouais, c'est un fork de VS Code, donc c'est un éditeur de code, qui est basé sur VS Code. OK et les pros et donc ce que tu peux donc il est entraîné en fait, c'est quoi? C'est un LLM entraîné différemment? Ouais, en fait, c'est qu'on n'a pas le même contexte en entrée. Nous, du coup, on a la code base en entrée et aussi la data warehouse. Parce qu'en fait, l'éditeur de code se connecte, au data warehouse. OK. Et donc du coup, on va indexer ta code base, indexer le schéma de ta data warehouse et envoyer tout ça au LLM, pour qu'il ait aussi le contexte de quelles données il manipule, quoi. D'accord et donc il va te générer les queries qui vont bien pour ça et est-ce qu'il peut les exécuter même en fait, c'est ça? Il peut même te Ouais, ouais, il OK. peut les exécuter, du coup vérifier est-ce que l'output est bon, est-ce qu'il y a des problèmes de qualité de données, est-ce qu'il y a des incohérences par rapport à la donnée d'avant. Donc ça permet de vraiment faire toute la boucle qu'une équipe data fait de j'écris mon code et ensuite je regarde ce que j'ai généré OK. et si la qualité de données est la bonne. OK, trop bien et donc tu es aux US pour ça? Comment ça se fait? Ouais. Bah, on est rentré à Y Combinator qui est, l'incubateur un peu iconique de la Silicon Valley. On est rentré, en avril, donc c'est un batch qui dure 3 mois. On est resté ici d'avril à juin. Hem, ouais. Et que non mais comment tu t'es retrouvé là-dedans? Je veux dire, Ouais, quand je ils sont venus taper à ta porte quand même pas, non? Si? non, non, malheureusement. Mais, bah, en gros, nous, on a commencé, Nao il y a à peu près 8 mois, en septembre dernier. Donc on était déjà à Station F, ce qui nous a fait une petite accélération. Mais on cherchait à, 1 avoir des financements et 2 avoir accès au marché américain parce que sur le marché de la data et des éditeurs de code, c'est quand même le plus gros marché. Donc du coup, on a postulé en janvier. Quelques semaines plus tard, on avait eu un entretien qui dure 10 minutes. OK. Heu, C'est le elevator pitch, non? C'est pas un truc comme ça? ouais, Ouais. enfin, oui, mais c'est surtout beaucoup de questions-réponses, enfin, je pense en 10 minutes, tu as peut-être, 20-30 questions, quoi. Oui, ça fait long 10 minutes dans l'ascenseur en vrai, ça marche Ouais, pas mon truc, ouais. Ouais. non. Donc ouais, donc 10 minutes d'entretien et après le lendemain, tu reçois un message et 2-3 semaines plus tard, tu es parti, à San Francisco. C'est hyper, rapide en fait, parce que du coup tu postules avec il y a un template de dossier, un truc comme ça? Ouais, tu as quand même un dossier à remplir, tu fais une petite vidéo de présentation, une démo si tu as un produit OK. et voilà. OK, non mais c'est hyper enfin je veux dire, est-ce que c'est hyper rapide? C'est tu fais ça, après tu fais ton pitch et après c'est terminé quoi, donc c'est quand même, OK Ouais, et derrière qu'est-ce que ça t'ouvre? Ça t'ouvre quoi? Pourquoi faut que tu viennes sur place? ouais. Bah, en fait, qu'est-ce que ça s'ouvre? Déjà, ils te donnent un financement, OK. et en plus, quand tu arrives à Y Combinator, du coup, tu es suivi par un partenaire en particulier. Donc nous, notre partenaire, c'est, l'ancien fondateur de Algolia, Nicolas Dessaigne. Donc OK. c'est quelqu'un qui a réussi à monter une boîte, à l'amener, sur, des stages, très avancés, quoi. Ouais, Goliath c'est énorme Ouais. maintenant, ouais. C'est une énorme boîte. Donc du coup, il te suit toutes les semaines, tu le vois et il va te challenger pour, aller plus vite sur tes objectifs, heu,
enfin, ouais, Ah, OK, ouais. revoir ta stratégie, tout ça, quoi. Ouais, donc c'est t'as une espèce d'accélération parce que tu as aussi un encadrement, OK. Ouais et en plus, bah, du coup, enfin, il y a 150 startups dans le batch. Donc en fait, tu es entouré de plein de startups qui vont vite, qui sont super ambitieuses, qui travaillent aussi sur des sujets super avancés, Mmh. IA, d'agents et cetera et chaque 2 semaines, tu dois dire aux autres startups autour de toi, quel objectif tu vas atteindre dans 2 semaines. Donc en fait, ça te met la pression après de faire tout ce qu'il faut pour les atteindre, quoi. Ah donc il y a une émulation, Ouais, trop chouette, OK. c'est ça. Et donc là, et à la fin, à la fin, tu quoi? Tu rentres à Paris là et tu continues, c'est ça? Ouais, on va rentrer à Paris pour l'instant et je pense, faire, pas mal d'allers-retours avec San Francisco, OK. pour, continuer à développer notre réseau tech ici, et continuer à parler aux clients qu'on a ici. Heu, OK. Intéressant. Eh ben, écoute, on suivra ça de près, ça a l'air cool. Hem, Maintenant, Claire, j'ai encore quelques questions pour toi, même si on a fait déjà plein de sujets, mais si je te demande, une opinion tranchée sur un sujet, qu'est-ce qui te vient en tête? Bah, je pense dans le domaine de la data, moi, mon opinion est assez tranchée, enfin, je pense qu'il y a toujours cette question de est-ce que la data, en fait, ça doit être un métier qui, petit à petit est pris par des développeurs ou petit à petit est pris, par des gens, moins techniques? Ouais. Et pour moi, enfin, le sens, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens moins techniques qui fassent de la data parce qu'en fait, la valeur ajoutée que tu veux avoir, c'est, ta compréhension du business, et craquer des problèmes business et hem et en fait, justement, nous, notre but avec Nao, par exemple, c'est qu'il y ait des gens, moins techniques qui puissent faire de la data et être augmentés par des outils, pour les aider sur la partie code, quoi. OK. Ouais, OK. OK, marrant. Et est-ce qu'il y a une chose que tu aurais fait différemment là, avec le recul dans ta carrière? Je pense avec le recul, j'aurais pas attendu 8 ans pour monter une boîte. OK. Je pense que enfin, j'avais un peu en tête qu'il fallait que j'ai assez d'expérience avant de monter une boîte. Mmh. Mais en fait, je me rends compte que monter une boîte, c'est une expérience tout à fait différente et que même après 8 ans, de travail, j'apprends, je découvre les choses, un peu de zéro. Donc je pense que j'aurais pu monter une boîte plus tôt. Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui se lancent, sans expérience professionnelle, hein, il y en a Ouais, c'est ça. donc ouais. Non, puis je pense que tu apprends plein de choses différentes. Après, ouais, pour autant, enfin, ce que tu as appris avant te sert forcément aussi aujourd'hui. Ça te donne, peut-être, je sais pas, Mmh. une maturité ou bon, après, des fois, Ouais, ouais. ne rien savoir aussi, c'est bien, ça te met pas de barrière, mais bon. Bah, c'est vrai que enfin, moi, je m'étais dit: «C'est bien d'aller en start-up pour voir, comment les sales sont structurés, le Mmh. produit et cetera». Donc c'est sûr que c'est super intéressant, mais j'ai toujours pas pu l'appliquer parce qu'en fait, genre, j'en suis Oui. pas du tout à ce stade-là encore, quoi. Là, j'ai besoin de savoir comment, faire des interviews clients pour le produit, Mmh. comment, choisir le pricing de mon produit. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment, très, très early et que tu vois pas quand tu es dans Ouais. une boîte qui existe déjà, quoi. Oui, oui, effectivement. Je pense que le très, très early, tu peux le voir que en le faisant toi-même. Après, c'est le reste servira dans le scaling, en fait, quand la boîte On va verra. grossir et tout, ouais. Hem Et ben, maintenant, on a fait un bon tour là, c'était très chouette. J'ai 2 questions, de fin, on va dire, avant de te libérer. Mmh. Est-ce que, tu peux me partager un livre tech ou pas, qui t'a marqué? Bah, du coup, un livre qui est pas tech, qui s'appelle, Think Like a Monk OK, et c'est plutôt un livre de développement perso, qui est super intéressant, qui a été écrit par un ancien moine bouddhiste, qui ensuite est OK, revenu, parmi nous, on va dire, et qui aide vraiment à prendre du recul, à rester stable, OK. dans le quotidien. Donc je trouve que c'est super intéressant, quoi, surtout quand on fait des métiers, qui font pas mal de hauts et bas. Donc Ouais. Oui, oui, où tu as du stress et tu as beaucoup d'émotions et tout. C'est vrai que ouais. je suis pas un spécialiste du tout, mais la philosophie bouddhiste, tu as quand même ce truc de gérer tes émotions et de comprendre qu'elles te sont un peu, enfin, tu as ce truc elles te sont extérieures et en fait, tu essayes de les laisser passer et que toi, tu es un espèce de calme plat tout le temps où tu accueilles les trucs, mais tu en souffres pas, en fait, tu les subis pas. C'est un peu
Ouais, C'est un c'est peu ça, ça. tu regardes un peu, d'un point de vue extérieur. Enfin, j'essaye en tout cas. Ouais, c'est pas facile, hein, en vrai, je pense. C'est vraiment, la théorie est hyper cool, le lire, c'est hyper cool, mais l'appliquer, c'est un travail, Ouais, c'est un vrai exercice, je pense. ouais. Il y a des trucs de méditation aussi, non, un peu de Il y en a, après moi personnellement, j'en fais pas. J'aimerais bien, être assez calme pour en faire, mais c'est pas encore, ça. Mais je pense que c'est pas forcément juste de la méditation, ça peut être juste, en fait, apprendre à identifier des comportements et mmh, à prendre du recul dessus, ouais, c'est être capable de se regarder de l'extérieur, ouais. voilà. Contrôle tes émotions plutôt qu'elles te contrôlent, enfin, un truc comme ça. Ouais, voilà. Et est-ce que, tu crois dans quelque chose d'irrationnel? Bah, je pense dans une sorte de karma, on va dire, mais dans le bon sens du terme. Moi, j'aime bien me dire que, je plante un peu des graines, autour de moi, et que ça va finir par, me revenir d'une certaine façon. Donc d'aider les gens, sans arrière-pensée derrière et que, bah, ça me reviendra d'une certaine façon. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Non, mais OK, je vois très bien. Je vois très bien. Je pense qu'effectivement puis même, en fait, c'est tellement je trouve que les gens qui t'aident avec une arrière-pensée, ça se voit tellement, en fait. C'est hyper enfin, je sais pas, moi, j'ai un peu comme ça, ce côté désintéressé où et tu vois les gens quand ils arrivent avec un truc et qu'ils savent que derrière, ils attendent une contrepartie. C'est pas hyper agréable. Et ben, écoute, merci pour ça, Claire, c'était très cool. J'étais trop content de parler de data pipeline et de BI. C'était un sujet qu'on n'avait pas du tout abordé. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin pour clôturer l'épisode? Ouais, bah, petit mot de la fin, peut-être pour ceux qui réfléchissent à se lancer dans l'entrepreneuriat, de pas attendre et de se lancer, aujourd'hui. Ça marche. Lâchez tout, allez-y. Voilà, et comme je crois au karma, si jamais vous avez besoin de si vous avez des questions, besoin d'aide, vous pouvez me contacter sur LinkedIn avec plaisir. Ouais, ça marche, je mettrai ton LinkedIn en description, de l'épisode. Eh ben, merci encore, trop cool. Je te dis à bientôt, Claire. Bah, à bientôt Mathieu. Salut. Salut.